Je vous remets la phrase de conclusion, voilà, qui clôt notre colloque. La transition médicale n'est pas un endroit pour les enfants. Et je pense que, voilà, j'espère que vous avez été convaincus par toute cette journée qui était là pour vous le démontrer. Et je vais passer la parole à Claire pour la conclusion. Eh bien, mes chers amis, quelle journée! Quelle journée! En commençant ce matin, nous voulions prendre la mesure de cette crise identitaire qui secoue aujourd'hui les enfants et les adolescents, c'est-à-dire l'avenir de notre société. Eh bien, nous avons été servis. Les expertises et les témoignages qui se sont succédés, sans phare et sans plus de souci de dramatiser que de se voiler la face, nous ont montré une réalité que nous ne pouvons plus ignorer. Disons-le clairement, les questionnements de genre et des adolescents relèvent d'un autre registre que celui d'un simple meilleur accueil, entre guillemets, d'un accompagnement respectueux ou une prise en compte, vous reconnaissez les termes de la circulaire Blanquer, que des enfants et des adolescents s'interrogent et se cherchent quant à leur identité sexuelle tout au long de la construction de leur personnalité, rien n'est plus normal. Le professeur Flavigny disait que ce sont des questions existentielles de tout temps. Et comme cela a été souligné, cette quête de soi-même se fait par des processus d'identification, différenciation par rapport au monde qui les entoure et particulièrement leurs parents. Identification à la mère, identification au père, cela a été très bien dit par le docteur Flavigny et Rita Droussy. Mais, voilà, le monde chaotique qu'ils connaissent aujourd'hui complique singulièrement les choses. La dissolution de la famille, l'inversion des valeurs, le manque de modèles stables et sûrs auxquels s'identifier, l'effacement du père, la banalisation de la pornographie, des déviances sexuelles, à l'école, au cinéma, à la télévision, dans les jeux vidéo, la littérature enfantine, bref, dans tout leur univers, l'exaltation de l'indifférenciation des genres ou de leur caractère optionnel interagissent comme un vaste jeu de chamboule-tout. Il n'est donc pas étonnant qu'à côté de ce qui n'est pour la plupart qu'un effet de mode ou de mimétisme, quelques enfants particulièrement fragiles ou malmenés par la vie connaissent un mal-être insoutenable et ne se reconnaissent pas dans le corps qui leur a été attribué par la nature, tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes du tout. Alors une analyse un peu simpliste et au premier degré conduit à les prendre au pied de la lettre. Et simplement, d'une part, à officialiser, à faire admettre par tout l'entourage, notamment à l'école, au moins au fort externe, que tout ceci est banal et naturel, sans envisager une seconde les implications, comme le soulignait tout à l'heure Sabine Lecomte. Et d'autre part, à accéder à leurs désirs. C'est tellement plus simple, en les plongeant dans un parcours de transition grâce à la technique qui ne se reconnaît plus de limites, que nous a très bien décrit le docteur Bock. Vous l'avez entendu, hein, ici même en France, à Paris même, des bloqueurs de puberté à partir de 10 ans, des hormones contraires à partir de 15 ans et des opérations chirurgicales à partir de l'âge adulte et même, comme ça a été plusieurs fois souligné, dès l'âge de 14 ans, ici même à Paris, d'une mastectomie. Et Anne-Laure Bock a bien souligné que 95 à 98% des cas qui se lancent dans un début de transition vont automatiquement vers les transformations chirurgicales. Alors, avec deux conséquences. D'une part, il apparaît que le problème existentiel n'est pas réglé pour autant, pour ces jeunes, et ça revient, comme le disait Aude Mirkovitch, à les abandonner. Et puis, on voit affluer les détrances, ceux qui essayent de revenir en arrière. Et ensuite, ceux qui concernaient des cas particuliers se répand par mimétisme et effet de mode. Et pire encore, cette banalisation et même cette propagande peut contrarier et dévier le questionnement classique de l'enfance et de l'adolescence, bloquant ainsi la maturité psychique d'un nombre croissant de jeunes. Une autre analyse, alors, qui veut aller au fond des choses, la nôtre, est de prendre très au sérieux ce mal-être insupportable d'une fraction de la jeunesse, mais en cherchant à comprendre ce qui se cache derrière, adoptant l'adage de Bossuet, qui dit que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences tout en continuant à chérir les causes. Nous avons entendu parler aujourd'hui d'appel au secours, de détresse profonde,
Et nous ne pouvons abandonner ces jeunes en nous contentant de respecter leur choix et nous en laver les mains ensuite avec une fausse bonne conscience, accréditant l'idée que, selon Inès de Franlieu, l'adulte n'a plus rien à apporter aux jeunes. Mais aussi, après avoir tenté de mesurer la détresse des enfants, nous avons touché aussi du doigt, peut-être pas vraiment une détresse, mais en tout cas un fort questionnement et mal-être aussi chez les professionnels de l'enfance. Les directeurs d'établissement, les pédopsychiatres, psychologues, et aussi les parents, tous confrontés à cette question délicate et sommés de répondre à ces appels à l'aide, mais que des lobbies puissants cherchent à faire taire et qui sont menacés d'homophobie ou de transphobie si leurs recherches et leurs préconisations vont au-delà de la solution simpliste d'accéder tout uniment au désir de l'enfant ou de l'adolescent quel qu'il soit. C'est la fameuse loi Vance-Neubroek là, qui est sur le point de passer. C'est là que nous pouvons nous réjouir de cette journée qui, à l'instar de la tribune qu'il faut citer, de l'Express du mois d'octobre, permet de sortir du monde du silence dans lequel on veut nous enfermer et enfermer nos enfants. À Famille et Liberté, comme à Juristes pour l'enfance, nous nous sentirions coupables de non-assistance à personne en danger si nous nous taisions. Alors ce colloque s'est tenu de façon relativement discrète, mais il doit maintenant être largement diffusé. Les actes vont être prochainement publiés et il faudra les répandre. La parole libérée doit changer de camp. La parole libérée, ce n'est pas toujours pour les autres. Nous ne pouvons pas laisser sombrer tant de nos enfants dans le cycle infernal des transitions, et finalement les abandonner aux préjugés qui ne sont pas de notre côté, mais bien plutôt de ceux qui considèrent, non sans un brin de lâcheté, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Circuler, il n'y a rien à voir, voudrait-on nous faire entendre. Et au fond, je terminerai par là, le problème ici posé, c'est celui de la liberté. Faut-il, pour être libre, s'affranchir des limites imposées par la nature? Je ne me reconnais pas dans le corps que m'a assigné la nature. Alors je me rappelle l'entretien que j'avais eu à la fin du siècle dernier avec le professeur Pierre-Paul Grasset à l'occasion de la publication de son dernier livre « De la biologie à la politique, l'homme en accusation ». Ce livre m'avait fasciné et cet entretien avec Pierre-Paul Grasset, je ne l'ai jamais oublié. Je lui demandais quel espace restait à la liberté coincé entre l'inné et l'acquis, entre l'héritage des gènes et les contraintes du milieu. Et ce brillant zoologiste, membre de l'Académie des sciences et de plusieurs autres académies étrangères, observa que cette liberté se trouvait dans un couloir très étroit, bordé par l'un et l'autre garde-fous. Et il prit l'exemple de la vie, canalisée elle aussi dans un couloir très étroit. Regardez l'immensité de l'espace. La vie, jusqu'à présent, n'y est pourtant connue que sur une infime petite planète. Un autre déterminant, songez que la vie n'existe qu'entre 0 et 80 degrés. Et encore, à 80 degrés, on ne trouve que quelques bactéries végétant dans des sources chaudes. Et pourtant, les températures les plus extrêmes vont bien au-delà de 0 d'un côté et de 80 de l'autre. Regardez le nombre de gaz dans l'univers. Seule une composition très spéciale de 3 ou 4 d'entre eux permettent de vivre. La vie ne peut exister que selon des normes très précises et bien délimitées. Et pourtant, quelle richesse de vie, et sous des formes si variées, à profusion, que nous sommes bien loin d'avoir fini d'en faire le tour. Eh bien, il en est de même pour la liberté. Elle se manifeste dans un espace très étroit, situé entre les lois de la nature et des codes sociaux et culturels, qui en sont les limites, mais aussi les repères, les points d'appui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout simplement le réel, comme l'avait souligné Marie-Joëlle Guillaume. Et quand on s'éloigne du réel, on disparaît. À vouloir franchir ces limites, on sort de la nature humaine, de l'humanité. Or, qui veut faire l'ange fait la bête, disait Pascal. Et la sagesse des anciens donne aussi l'image d'Icare qui s'écrase lamentablement, les ailes brûlées par le soleil aveuglant de la démesure. Alors, plutôt que de pousser à cette démesure, par une complaisance complice à ce que l'on croit être la simple revendication d'un droit, et qui conduit en fait à une sorte d'enfermement encore pire, ne faut-il pas soutenir ces jeunes dans leur quête d'identité, mais en leur apprenant à assumer la réalité,
plutôt qu'à l'esquiver, à faire avec et grâce aux limites, à trouver leur chemin dans ce couloir étroit mais si large en même temps de possibilités où exercer leur liberté. Et je termine volontairement sur ce mot « liberté ».